Merci à toutes et tous d'être présents pour notre premier prix de thèse, hein. Alors, je vais surtout laisser passer parler Fanny, parce qu'en fait, le prix de thèse, c'est le résultat d'un groupe de travail. On essaie de monter des groupes de travail avec ton entraide. Et c'est Fanny qui a assuré le leadership sur le prix de thèse. Elle a fait un gros travail, hein, pour qu'on mette ça en place en un temps record. Et donc, vraiment bravo à tout ce groupe de travail de prix de thèse. Et donc, je passe la parole à Fanny. Bonjour, alors hop, je vais me mettre un petit peu là quand même. Merci beaucoup, et ben merci à tous d'être venus. Petite quand même remerciement au GTV de nous avoir accueillis pour cette cérémonie qui a une saveur un peu particulière pour Veto Entraide, puisqu'effectivement c'est la première édition du prix de thèse de l'association. Cette première édition, elle fait suite à un contexte un peu particulier, puisque comme vous le savez, chaque année, régulièrement, en tout cas, la profession vétérinaire est malheureusement endeuillée suite au suicide de certains de nos confrères et consoeurs. Et en particulier en 2023, parmi d'autres, Françoise Lachenal a mis fin à ses jours. Et suite à ceci, l'association Veto Entraide a reçu un don de la cagnotte qui a été créée par la famille et les proches de Françoise. Et en accord avec sa famille, il a été décidé au sein de l'association de donner une dimension concrète à ce don, d'où la création de ce premier prix de thèse de l'association en 2024. Alors, l'occasion de ce prix de thèse, c'est avant tout, euh, en deux mots d'introduction sur l'association et la création de ce prix de thèse, avant de laisser la parole à nos deux lauréates, qu'on sera très heureux de vous présenter. Euh, L'association Veto Entraide fait le lien depuis de très nombreuses années entre les vétérinaires, avec un certain nombre de valeurs qui sont défendues. Donc, vous avez quelques exemples ici de confraternité, de bienveillance, d'échange. Et l'objectif de ce prix de thèse et de cette cérémonie, c'est de soutenir, de mettre en valeur le travail d'étudiants vétérinaires, de jeunes consoeurs et confrères qui s'intéresse non seulement aux soins aux animaux, mais aussi à l'ensemble de la profession et des différentes valeurs soutenues par Veto Entraide. Donc, il y a tout un aspect sur la solidarité au sein de Veto Entraide. Il y a aussi tout un aspect autour d'une réflexion sur l'évolution du métier, sur les conditions d'exercice, sur les différents types d'exercices et de travail auxquels notre diplôme nous donne accès. C'est très bien mis en évidence par la thèse qui sera primée cette année. Et puis enfin, un aspect fondamental au sein de Veto Entraide, c'est l'espace d'écoute, avec un numéro, une adresse mail, avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une écoute par des pairs, donc par des vétérinaires qui sont formés à une écoute empathique pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui peuvent en avoir besoin, les personnes en souffrance, mais aussi leur entourage, leurs proches, pour du conseil ou autre. Ça ne remplace en aucun cas d'autres numéros, notamment des professionnels ou des numéros de professionnels. Donc, il y a un numéro du syndicat, mais aussi le 3114, par exemple, qui est un numéro national au niveau français de la prévention du suicide, aussi bien pour les personnes en souffrance que pour leurs entourages ou de leur famille. Voilà. Je ne vais pas rentrer particulièrement plus en détail. Si vous souhaitez avoir des informations sur l'association, le site internet est bien fourni. N'hésitez pas à nous contacter, évidemment, à venir nous voir au niveau du stand au sein de ce congrès. Donc, sans plus attendre, le prix cette année, on a été extrêmement touchés et heureux, puisqu'on a reçu une dizaine de candidatures donc pour une première édition de ce prix, avec des thématiques très différentes sur les thèses reçues et des thèses de bonne qualité, qui montrent bien l'intérêt des nouvelles générations et des vétérinaires pour ces questions de santé mentale, de bien-être au travail, leur santé mentale à eux, mais aussi à l'ensemble de la profession et de nos confrères et consoeurs. Et donc pour cette première édition, il y a eu une première partie avec une présélection, comme l'a dit Laurence, avec un jury de présélection qui était constitué de 5 personnes
membres de Veto Entraide qui ont sélectionné 5 thèses qui étaient de qualité, qui ont ensuite été proposées à l'ensemble des membres de l'association, qui ont pu voter et qui ont donc élu la thèse de la docteure Floriane Chapuis pour cette première édition 2024. Donc, la thèse se nomme Consultation des vétérinaires sur leurs raisons de ne pas pratiquer la médecine des animaux en clientèle. Donc, Floriane, tu as réalisé tes études à l'école vétérinaire d'Alfort. Suite à quoi? Pardon? Ah oui, alors attendez, tant qu'à faire. Tu as réalisé des études à l'école vétérinaire d'Alfort avant d'intégrer l'ENSV à l'école, enfin, à côté de l'école vétérinaire de Lyon, où tu as obtenu un CEAV en santé publique vétérinaire, ainsi qu'un Master 2 en politique de l'alimentation et de gestion des risques sanitaires. Et donc, tu es désormais retourné sur Paris, où tu réalises un second Master 2 en recherche sur la gestion RH et la sociologie du travail. Donc, au sein de l'association, en tout cas, on te félicite grandement et on est tous très heureux de ce premier prix de thèse. Et donc, on va te laisser quelques minutes pour présenter tes travaux avant de vous présenter exceptionnellement un prix coup de cœur qui sera complémentaire de ton intervention. Déjà, merci beaucoup à tous de vous être quand même déplacés. Et avant de démarrer cette présentation, je tenais aussi à remercier toute l'équipe qui a encadré cette thèse, parce que le travail de relecture, c'est du travail invisible, mais c'est du travail qui est nécessaire à l'amélioration d'une production académique aboutie. Et en l'occurrence, je commence par remercier mon président de jury, le professeur Yves Minman, et mon examinatrice, la docteure Julie Rivière, et surtout ceux qui ont vraiment co-encadré ce travail main dans la main en binôme, le professeur Laurent Tiret à l'ENVA et le professeur Géraldine Schmidt, qui est professeur des universités en sciences de gestion. Donc, pour répondre à la question qui était pourquoi des vétérinaires font le choix de ne pas pratiquer la médecine des animaux en clientèle, je me suis intéressée à une population de vétérinaires qui ne pratiquent pas la médecine des animaux en clientèle et qui a été formée dans l'une des 4 écoles nationales vétérinaires françaises entre 1980 et 2017. La phase empirique comportait 3 étapes. La première qui était une phase exploratoire de 20 entretiens menés par téléphone ou par visioconférence. Cette phase-là m'a permis de bâtir un questionnaire que j'ai ensuite envoyé via Google à l'ensemble de la population étudiée. Ce questionnaire comprenait plusieurs grandes rubriques thématiques qui étaient chacune de grandes raisons, si je puis dire, de ne pas pratiquer la médecine des animaux en clientèle. Et chacun des items à l'intérieur de ces thématiques devait être gradé de 0 à 5, donc une échelle de Likert, 0 étant aucune motivation liée à cet item-là, et 5 étant c'était la motivation principale qui m'a poussé à ne pas pratiquer la médecine des animaux en clientèle. Et chaque rubrique comprenait une zone d'expression libre. L'analyse a donc été quantitative sur ces échelles de Likert et qualitative sur ces zones d'expression libre. Et ça a été extrêmement riche, les zones d'expression libre. Au total, parmi les 3175 adresses mail que j'ai identifiées par l'annuaire Roi, par le tableau de l'ordre et par Internet, j'ai reçu 2070 réponses qualifiées, soit un taux de réponse de 65,2%. Donc finalement, où sont les vétérinaires qui ne pratiquent pas la médecine des animaux en clientèle? Alors, il y en a près de 50% qui travaillent dans des établissements publics, 33% en entreprise privée. Et ce qui m'a un peu interpellée, ça a été le 9% en entreprise individuelle. Sans doute quelque chose à explorer par la suite, mais il y a beaucoup de répondants qui ont exprimé l'idée que il y avait un besoin de travailler en équipe parce que l'exercice vétérinaire était trop solitaire. Je vais voir si c'est juste peut-être possible de décaler ça. Toc. C'est pas nettement mieux. Mais en tout cas, voilà, ce verbatim-là, c'était un exemple parmi d'autres et il est issu du questionnaire. Et donc, au total, ce que vous ne voyez pas, mais ce que moi, je vais vous affirmer, c'est qu'il y a plus de 50% des vétérinaires qui travaillent dans les domaines, qui ne pratiquent pas la médecine des animaux en clientèle, qui travaillent dans les domaines de l'agroalimentaire, agriculture et de la santé humaine, santé animale, One Health. Dans la population de répondants, il y avait 53% de femmes et 47% d'hommes, et la majeure partie était issue de la génération Y, c'est-à-dire sortie de l'école entre 1990 et les années 2010 à peu près. Donc finalement, pourquoi ne pas pratiquer la médecine des animaux en clientèle? La première raison, c'est l'opportunité présentée par le hasard pour un tiers des répondants. La deuxième raison, c'est la répétitivité des tâches et la routine pour 30% des répondants. Et la troisième raison, c'est en fait un couple de raisons qui est le manque d'opportunités d'évolution de carrière et le déséquilibre vie professionnelle, vie privée.
Alors, une question qu'on peut se poser, c'est si l'idée de déséquilibre vie professionnelle, vie privée n'est pas liée, est pas une sorte de biais lié à la génération qui a répondu, qui est la génération Y. Mais moi, surtout, ce qui m'interroge le plus, c'est quand même la répétitivité et le manque d'opportunités d'évolution de carrière. Parce qu'il semblerait quand même que l'un des moyens de lutter contre ça, ça pourrait être la formation continue, l'idée de développer de nouvelles compétences au cours de son parcours professionnel. Mais dans les verbatims, il a été fait mention qu'il y avait souvent peu d'opportunités de formation pour les vétérinaires parce qu'ils avaient du mal à se dégager du temps pour cette formation continue, qui est quand même aussi une obligation légale. Même si au sein des JN GTV, ce sont quand même aussi des journées de formation. Mais une autre question aussi que je me suis posée, c'est lié au fait qu'il y en ait quand même un tiers qui ait présenté leur reconversion comme juste une opportunité présentée par le hasard, ou comme entre autres une opportunité présentée par le hasard. Et la question que je me suis posée, c'est si finalement il n'y avait pas chez les vétérinaires un manque de volontarisme sur la gestion de la carrière. Mais j'aimerais quand même aussi faire un léger focus sur le praticien et l'intérêt général et son rôle dans l'intérêt général, puisqu'il y en a quand même 15% qui, dans le questionnaire, ont exprimé que le fait de facturer leurs actes était pour eux une justification suffisante à ne pas pratiquer. C'est-à-dire le fait de faire payer pour pratiquer des actes, le fait de faire payer une clientèle parfois pauvre, ou en tout cas qui se dit pauvre et n'ayant pas les moyens de payer. Et les verbatims ont fait pour moi ressortir deux grandes catégories, qui est l'éthique médicale et l'utilité sociale du métier de vétérinaire. Alors, l'utilité sociale d'abord, je pense que le comportement client peut donner l'impression au vétérinaire que l'utilité sociale de son travail n'est pas forcément optimale, notamment par des demandes jugées aberrantes de castration dite de convenance ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, à ce titre, les vétérinaires qui ont répondu ont, pour un quart d'entre eux, mentionné le comportement client comme une des motivations principales de leur réorientation ou de leur reconversion. Et le deuxième point qui était mentionné dans les verbatims du questionnaire, c'était l'éthique médicale. Donc, l'idée soit de, par leur travail, soutenir des filières qui allaient à l'encontre de leur éthique concernant le bien-être animal, que ce soit des filières de production dites industrielles, de production animale, ou alors tout simplement des hypertypes, brachycéphales et autres. Et pour finir sur une note un peu plus positive, on peut se demander, mais pourquoi finalement des vétérinaires qui ne pratiquent pas ne reviennent pas à la pratique plus tard? Alors, une première réponse à ça, ça pourrait être le manque, encore une fois, d'opportunités de formation, parce qu'il est parfois difficile de se reformer après du temps éloigné de la clientèle, de mettre à jour ses compétences. Mais la note un peu plus joyeuse, c'est que finalement, les gens, ils sont juste très heureux dans leur métier, puisque la médiane d'intérêt du métier actuel, donc hors pratique, elle est à 5 sur 5. Et la note de satisfaction par rapport au fait de ne pas pratiquer, c'est pareil, c'est à 5 sur 5. Et donc, il me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et à remercier aussi l'association Veto Entraide pour l'opportunité de parole et d'ouverture sur le mal-être dans la profession, qui est souvent un gros tabou, tout métier confondu. Et je pense que cet espace d'ouverture-là, on en a besoin. On en a besoin dans la profession vétérinaire, mais on en aurait aussi besoin dans d'autres métiers. Et donc, merci d'offrir cet espace-là aux vétérinaires. Merci beaucoup pour ta présentation et ces quelques mots sur ta thèse. On encourage évidemment toutes les personnes qui ont été intéressées à aller la lire plus en détail. Elle est disponible sur le site de Veto Entraide et sur Internet en libre accès. Il y a quand même des vétérinaires qui reviennent à la pratique. J'en fais partie. J'ai une petite excursion dans la recherche et désormais, je ne fais principalement que de l'exercice. Alors pour cette année, face à la grande qualité de l'ensemble des tests qui ont été présélectionnés et reçus, le jury de présélection du prix de thèse a décidé de donner un second prix de thèse, un prix coup de cœur du jury, donc qu'on a décerné à la docteure Lily-Marie Chaduc, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a pu se libérer et donc qui va nous dire quelques mots au travers de cette visio. Donc pour ce prix coup de cœur a été occasionné en raison de l'approche philosophique et particulièrement originale, éthique autour de ton travail, donc qui s'appelle Contribution à l'étude des implications éthiques du concept de personne non humaine en médecine vétérinaire. Marie, je pense si tu peux ouvrir ton micro. Donc, tu étais originaire de Moulins, toi, tu as fait l'ensemble de tes études à l'école vétérinaire de Lyon et tu es désormais en pratique clientèle en canine à Gaillon-en-Médoc. Oui, très bien. Bon, bonjour à tous. Excusez-moi de ne pas avoir pu me déplacer à Tours.
Donc, tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement les jurys de Veto Entraide pour m'avoir remis ce prix. Ça me touche beaucoup parce que c'est un travail qui, bien qu'il ait été réalisé dans le cadre de mes études et de l'obtention de mon doctorat, il est en fait le fruit d'un questionnement qui me taraude depuis de nombreuses années. Parce que d'une part, si au moins dans notre pays, nous nous sentons en droit d'être libres, en droit de ne pas être maltraités, en droit de ne pas être tués, c'est que celui-ci, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaît chaque être humain en tant que personne. Et toute la puissance du concept de personne réside dans le fait que tout en s'inscrivant dans le social par les droits moraux qu'elle confère, c'est également elle qui assure toute notion d'indépendance et sans elle, l'être peut-être secondaire ou relatif. D'autre part, les recherches scientifiques sur la sentience, la souffrance, la cognition animale incitent à une évolution de notre regard sur d'autres animaux, comme en témoigne la déclaration de Cambridge sur la conscience en 2012, la reconnaissance de la personnalité juridique des dauphins en Inde en 2013, du orang-outan en Argentine en 2015, et la réflexion autour de la personnalité juridique au travers de la déclaration de Toulon en France en 2019. Donc, pour autant, les vétérinaires oscillent toujours entre une position de pédiatre et une position de mécanicien vis-à-vis de leurs patients, ajoutant une tension éthique et morale supplémentaire à celle des médecins dans le cadre de la relation de soins. Et s'il me semble important de réfléchir sur ce concept et de le définir, c'est pour m'aider et peut-être aider d'autres vétérinaires à aborder plus sereinement leur engagement dans la pratique du soin face à la cadence de ce métier et aux différentes pressions découlant des 5 devoirs du vétérinaire, le devoir envers son patient, son client, la profession, la santé publique et lui-même. Il n'est pas évident de pas se retrouver submergé par le monde extérieur et de garder la clarté et la force d'agir en son âme et conscience dans le meilleur intérêt du patient. C'est pourquoi en 2019, il m'a semblé légitime de réfléchir sur le concept de personne et ses implications éthiques en médecine vétérinaire individuelle. Donc une personne, elle est définie d'une part par son bagage génétique en tant qu'elle est un être, un individu, c'est une entité vivante, distincte de toutes les autres, et d'autre part par sa socialité sur laquelle il n'a pas lieu de parler de statut moral. La condition essentielle pour s'inscrire dans une relation sociale est d'être capable d'apprécier l'existence d'autrui, et cette capacité à créer un espace de relation, à reconnaître dans l'individu qui nous fait face une existence, découle de la capacité à établir une relation au monde, de percevoir et de réagir à ce monde, donc c'est-à-dire d'avoir une conscience pré-réfléchie de ce monde. Donc la personne ainsi définie est donc un être vivant, sentient, indépendant et social, ce qui pose la question de sa normativité. Ainsi, la conscience pré-réfléchie d'autrui est nécessaire pour établir une relation avec celui-ci, pour reconnaître dans l'individu qui nous fait face une existence, mais elle nous invite également dans le même temps, par conséquent, en fonction de nos capacités cognitives, à réfléchir sur les implications normatives de cette relation sociale et l'ampleur de la dépendance d'une personne vis-à-vis d'autrui pour vivre et pour affirmer cette personnalité varie en fonction de ses capacités cognitives, émotionnelles, relationnelles et des influences du monde extérieur sur elle. Et la proposition disant que l'affirmation de la personnalité passe par une relation interpersonnelle fondée sur le respect reste valable même dans le cas où les personnes impliquées dans la relation sociale ne disposent pas des moyens pour comprendre la profondeur philosophique, morale, éthique des termes de personne, de respect, de dignité. Et c'est pas parce qu'une personne n'a pas conscience d'être bafouée dans ses droits qu'autrui peut légitimement le faire, car avoir une conscience cette fois réfléchie et non plus pré-réfléchie d'être une personne est un phénomène bien différent du fait d'être soi-même une personne. Donc précisément dans le cadre de la relation de soins, le patient est l'individu le plus vulnérable et le respect de cette dignité se manifeste par l'engagement du soignant pour le meilleur intérêt de la personne malade. Et cette personne malade existe dans un contexte particulier, un contexte de vie particulier. De là découle le dilemme éthique de la relation de soins. Si le soignant doit agir dans le meilleur intérêt du patient, cet intérêt s'inscrit dans un contexte particulier auquel il doit adapter sa pratique, mais sans pour autant s'y réduire, sans quoi agir dans le meilleur intérêt du patient deviendrait secondaire et les grands principes éthiques de la médecine, à savoir les principes de non-malfaisance, de bienfaisance, de liberté et d'autonomie, et les aspects normatifs liés au concept de personne seraient négligés et les décisions prises arbitraires. Le soin doit être justifié par des attentes réalistes concernant la santé et la qualité de vie du patient. Et cette attente pose la question des limites, limites de la médecine, du soin, de la vie et de la mort du patient.
La mise en pratique du respect de la dignité de la personne dans la relation de soins engage donc un dialectique entre minimum thérapeutique et excès thérapeutique. Le minimum thérapeutique souligne la distinction établie par l'OMS entre soins standards et soins avancés, distinction visant à imposer une limite au minimum de soins à réaliser afin d'assurer le confort, voire la guérison du patient, soins ne pouvant être négligés ou niés sous l'impulsion du contexte de vie, sans quoi l'acte soignant n'agirait plus dans le meilleur intérêt du patient et de fait ne saurait être légitime. À l'inverse, face aux progrès techniques de la médecine humaine et vétérinaire, l'engagement pour le respect de la dignité du patient invite le soignant à prendre conscience du risque d'excès thérapeutique et de l'obstination déraisonnable. Car respecter la dignité d'une personne malade, humaine ou non humaine, c'est aussi accepter qu'en tant qu'elle est un être vivant, elle a aussi une fin, et ce, quels que soient les soins prodigués. S'efforcer de reconnaître ces deux limites est une marque de respect de la personne, et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette reconnaissance que s'inscrit la réflexion actuelle sur l'euthanasie, un débat pour son accès en France à la médecine humaine, mais régulièrement pratiquée en médecine vétérinaire et à l'origine chez les praticiens à la fois d'un sentiment de soulagement et de liberté, dans le cas où le patient ne répond pas au traitement visant à soulager ses souffrances, mais également de tensions intérieures profondes lorsque c'est davantage le contexte de vie du patient qui empêche le soulagement de ses souffrances. Voilà, j'espère avoir réussi à vous transmettre une petite partie de mon travail et vous remercie profondément pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une agréable et enrichissante journée. Merci beaucoup Lily. On sait que c'était compliqué pour toi de te libérer et ravi d'avoir eu ces quelques informations sur ta thèse. Et une fois de plus, ta thèse est disponible en ligne, donc toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce sujet peuvent évidemment s'en rapprocher. Allez. Tac. Et hop. Voilà, et ben écoutez, pour finir, il ne nous reste qu'à signaler les trois autres thèses qui avaient été présélectionnées et qui sont disponibles en ligne. Une thèse de Leïla sur les erreurs médicales au sein des vétérinaires qui exercent en médecine des animaux de compagnie. La thèse de la docteure Marianne Jacques sur des considérations sur l'égalité homme-femme. Et puis la thèse de la docteure Julie Ladoc sur l'effet de la mort imprévue d'un patient sur les vétérinaires. Sur ce, eh ben, un grand merci à tous pour votre présence. Face au succès de ce premier prix de thèse, l'association sera très heureuse de réaliser une continuité au niveau du prix sur les prochaines années. Toutes les informations sont disponibles pour les étudiants directement sur le site internet. Et évidemment, ne pas hésiter à contacter l'association. On a bien vu qu'il y a une nécessité d'agir qui a été mise en évidence par les récents travaux du professeur Truchot. Il y a de très nombreuses initiatives personnelles qui sont toujours les bienvenues. Donc, au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous. Voilà, et puis donc on va remettre en présentiel ton prix. Donc, Floriane, nous sommes ravis de te remettre ce petit symbole pour ton prix de thèse. Merci. On te remercie de ton travail et puis le prix financier qui accompagne ce petit cadre symbolique. Nous te remercions d'être venu et puis nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous pour une nouvelle édition l'année prochaine. On espère que cet événement se pérennisera à l'avenir. Merci beaucoup. Je peux la photo. Je peux prendre une petite photo avec Fanny, comme ça, Et on en profite aussi pour rappeler que les 5 thèses qui ont été présélectionnées, qui ont été sélectionnées, et puis notamment les 2 lauréates, auront l'occasion de faire un déjeuner, comme on fait régulièrement en visio avec nous Entraide, pour présenter un peu plus en détail quand même le travail qui a été effectué, pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Ensuite, les déjeuners sont disponibles en replay sur le site internet. Donc, ça permettra de donner la visibilité à votre travail. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Lily Marie, et à bientôt pour le déjeuner.
Donc, vas-y, dis-nous blablabla. Blablabla. Bonjour, bienvenue, enchantée. Oui, c'est très gênant, hein. Je vais pas être C'est juste capable un de test faire entre nous, hein. Parfait, très bien. Quand je le parle ou pas arrêter de parler? Ah, il y en a c'est faut pas faire ça. Il m'avait dit que si je coupais le son, ça ne pas de la chaîne. Ouais, mais parce que là, du coup, effectivement, il y a plus. Là, il y a les sons. C'est bon. Et toi, tu vois quoi chez moi là? Nous, Toi, tu vois rien. l'écran. Comment ça, nous? Ah Oui, et ben en fait, Mais oui, ça n'a pas basculé encore. Je sais pas, tu sais comment on le supprime ou pas, ça, toi? Moi, pas du tout. j'utilise vraiment plus trop. Parce qu'on ne touche à rien. Ah ouais, mais je voulais voir l'enregistrement, ce que ça donnait. Ah, et bah vas-y. Ah oui, mais là, on enregistre depuis des heures. Ok. Bah écoute, on a réussi à le faire une fois, on va le réussir plusieurs fois. Ah, ça ne marche que partiellement. Alors, Oui. on ne t'entend pas tout à fait. On te voit parler. Ah oui. C'est ton ordinateur, du coup, je sais Là, pas je parle gérer. pas assez fort ou là, vous entendez? Non? Est-ce qu'on Faut juste remettre, l'écran? faut juste remettre le son, je pense. Pas besoin. Comment t'augmentes le son sur ton ordi? Une question. Siri marche pas toujours. Vas-y, Lily, parle. Oui. Là, vous m'entendez mieux? Ah, ça, c'est inattendu. Ah, mais si, il était coupé. Alors là, ça devrait Vas-y, être Lily. mieux. Ah, c'est bon là? Oui. D'accord. Ça te trouve, je peux même remettre la vidéo. J'ai coupé l'enregistrement avant de tout fermer. J'ai bien fermé l'enregistrement avant de tout fermer. Parce que sinon. Donc là, je l'arrête.